Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce jeudi. L'opposition parlementaire en ordre de bataille pour empêcher des modifications prévues dans le code pénal et le code de procédure pénale. Selon ces députés, ces modifications inacceptables visent à assimiler le droit de manifester à du terrorisme. Ils vont saisir le Conseil constitutionnel dès demain, assure également dans quelques instants le démenti du ministre de la Justice, Maître Malick Sall. Bonne nouvelle pour ces propriétaires de terrains victimes des activités de la Sococim. L'entreprise cimentière a décidé de dédommager les impactés. Un site de 13 hectares est prévu pour les reloger. Initier les plus jeunes à comprendre les mécanismes de la banque. Des nouveaux modules sur la question seront bientôt intégrés dans les programmes scolaires. Les établissements financiers veulent renforcer les rapports avec les clients. Donc cette alerte de l'opposition parlementaire. Selon elle, le gouvernement du Sénégal envisage de faire voter en procédure d'urgence demain deux projets de loi qui modifient le code pénal et le code de procédure pénale. Selon ces députés, avec ces modifications, le droit de manifester sera assimilé à du terrorisme. Ils vont donc saisir le Conseil constitutionnel dès demain et je vous propose d'écouter le député à l'Assemblée nationale, Chapambadji. Ces deux lois qui vont impliquer le code de procédure pénale et le code pénal vont installer une nuit sans fin sur la République et vont sonner la fin de toutes les libertés. Et je dis bien de toutes les libertés. L'État du Sénégal, sous Macky Sall, va se donner la liberté d'espionner chaque citoyen, de l'écouter, d'espionner son intimité, de savoir chaque fait et geste que tout citoyen sénégalais peut faire sous le seul vocable qu'il y a une menace terroriste. L'ensemble des actes que nous posons pour protester, pour manifester, pour marquer notre désaccord, qui sont des droits constitutionnels, des droits que la Constitution du Sénégal garantit pour chaque citoyen, sont aujourd'hui frappés d'un sceau et complètement d'une chape de béton qui fera que sous le sigle de l'appellation activité terroriste, qu'un citoyen pourra être inquiété, embastillé et encourra la peine maximale d'une réclusion à perpétuité. Je dis bien d'une réclusion à perpétuité. Du talibé, du citoyen, du politique, de la société civile, de la presse, il n'y a plus aucun segment de la société qui va y échapper. Et bien évidemment, et nous allons user de tous les voies, mais la première, c'est celle du peuple, parce que le peuple est souverain et aucun Sénégalais ne doit accepter que l'effort, les sacrifices, les morts, tout le combat que nous avons mené pour la démocratie, pour les libertés, puisse être sabordé de cette manière et sabordé par quelqu'un que nous avons aidé à acquérir, à accéder à la magistrature suprême. C'est inacceptable. Et le ministère de la Justice a aussitôt démenti dans le communiqué que la rédaction a reçu. Il est dit que ces projets de loi déjà adoptés en commission visent à intégrer dans la législation du Sénégal les dispositions ratifiées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au communiqué parcouru par El Hadj Malick Cissé. Le projet numéro 10-2021 modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal examiné ce vendredi en plénière. L'opposition parlementaire y voit déjà une volonté d'assimiler l'exercice du droit de manifester au terrorisme. Position qui se base sur le titre de l'article 279-1 dans lequel deux points évoquent des crimes et ou violences commis lors de la participation à un mouvement insurrectionnel. Deux points considérés par l'opposition comme étant des attaques contre la démocratie. Selon le ministre de la Justice, ces projets de loi adoptés en commission ne font qu'intégrer dans notre législation interne les dispositions et des Nations Unies et GAFI que le Sénégal avait déjà ratifié depuis quelque temps et qui ont comme exclusive finalité de renforcer la lutte contre le terrorisme international, déjà à nos frontières, et les blanchiments de capitaux issus de terrorisme ou d'autres actes criminels ou délictueux, d'où la création de l'ANRAC, Agence nationale de recouvrement des avoirs criminels. La modification du CPP
voire donc dans la protection des libertés individuelles dans le cadre des écoutes téléphoniques qui peuvent être ordonnées par le juge. L'information préalable est désormais rendue obligatoire quand il s'agit de faire écouter certains corps professionnels, entre autres ministres, députés, avocats, magistrats. Merci beaucoup Elhadj Maïssi. C'est pour ce résumé, nous parlons de cette bourde dans le communiqué du Conseil des ministres hier. L'ancien adjoint au préfet de Thiès, Moussa Gadjo, nommé sous-préfet de Banda Fassi, alors qu'il est décédé depuis février dernier. Une erreur qui a provoqué une grosse polémique, même si le ministère de l'Intérieur a aussitôt rectifié le tir. Beaucoup ont dénoncé une légèreté dans la communication du gouvernement. D'autres évoquent les lenteurs dans l'administration. Et l'administrateur civil Mbagnick Ndiaye nous explique. Cela peut être lié à ce qu'on appelle du goulot d'étranglement. Le goulot d'étranglement peut être expliqué par le temps de partage du dossier dans un service. Ce temps-là peut être long. On peut classer en instance de transmission aux autorités supérieures l'acte de décès de l'intéressé. Et maintenant, à force de traiter d'autres dossiers prioritaires, ce dossier peut connaître un retard, mais sûrement sera transmis de façon plus à l'autorité supérieure. Une lenteur administrative, voilà le mot. On peut effectivement nommer quelqu'un qui est décédé alors que son dossier était déjà arrivé au ministère de l'Intérieur. Tout ça, ça arrive dans l'administration. C'est le constat avec le certificat de genre de mort qu'il faut établir d'abord, ensuite établir le certificat de décès et procéder à la transmission, c'est-à-dire à la notification aux autorités supérieures chargées de la gestion et de l'administration du dit agent, notamment donc au ministère de l'Intérieur pour la gestion et au ministère de la fonction publique pour l'administration de l'agent. Alors maintenant, tout cela peut prendre des délais. Bon, maintenant, on peut situer les responsabilités de cette lenteur. Là où se trouve le dossier au moment de la nomination, si c'est au niveau du préfet ou au niveau du gouverneur dans la transmission avec le ministre de l'Intérieur. Ou bien tout simplement, une fois arrivé au ministère de l'Intérieur, on a tardé à mettre à jour le fichier des autorités pour voir que ceux qui sont décédés, ceux qui sont à la retraite, 39 élèves officiers de la gendarmerie ont reçu aujourd'hui leurs épaulettes de sous-lieutenant, prêts à commander maintenant. Ces nouveaux éléments des forces armées doivent agir avec responsabilité en s'appuyant sur la loi et sur le droit. Cérémonie suivie par nos reporters Mamadou Dia et Moussa Fall, compte rendu. Ils sont 39 sous-lieutenants de la gendarmerie à recevoir officiellement leurs épaulettes, premier grade de l'officier. La mission de l'EOGN est de former des officiers actifs destinés à l'encadrement des unités de gendarmerie. La formation dispensée s'articule autour de 5 volets. Ce sont l'instruction générale, l'instruction militaire, l'instruction professionnelle et juridique, l'entraînement physique et sportif, les stages spécialisés, notamment l'immersion en unité opérationnelle, permettant aux stagiaires d'appréhender de manière concrète les responsabilités inhérentes au commandement d'une unité territoriale ou mobile complètent leur formation. Ces sous-lieutenants ont trimé pendant 2 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour une formation sans faille. Aujourd'hui, toutes les valeurs militaires sont intégrées. Force est de constater que la formation de militaire n'est pas du tout facile, de surcroît la formation de l'officier. Mais aujourd'hui, nous sommes en termes de cette formation qui nous a rendu et nous a donné beaucoup de connaissances et nous sommes prêts à être déployés au niveau des unités au sein de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, je suis le major. Parmi ces 39, prêts à livrer à la gendarmerie des officiers à double vocation, militaires et policières. Le ministre des Forces armées demande aux sous-lieutenants de s'inspirer de leurs parents, lieutenant Patrick Bayandunka Sagna, mais aussi de se guider de la loi et du droit. La loi et le droit devront plus que jamais guider vos actions envers les citoyens. Votre travail quotidien devra ainsi être sous-entendu par le respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine. Et inspirez-vous de votre parrain, le lieutenant Patrick Bayandunka Sagna, que le destin implacable a emporté à la fleur de l'âge. Cette promotion de 39 élèves officiers est composée de 30 gendarmes dont 2 femmes. Des gendarmes à la retraite ont été décorés au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion ou à la médaille militaire.
Un défilé des troupes a refermé la cérémonie. Le commandement exhorte ses hommes sous-lieutenants à faire preuve d'éthique, l'épine dorsale de l'exercice pour la patrie, l'honneur et la loi. C'est aussi un titre de ce jeudi. Après 25 ans de contestation et de revendication, la Sococim s'engage à dédommager les propriétaires de parcelles impactées par les projets de l'usine. Un site de 13 hectares est promis aux victimes. Et dans ce journal, le secrétaire général du collectif des attributaires de la série G de Rufisque-Est, Amadou Sow, interrogé par Babacar Seck. Le préfet a donné instruction aux services techniques de trouver un espace de 13 hectares. Et à partir de cet espace, ceux qui ont été indemnisés vont avoir encore une parcelle. Et la Sococim s'engage à faire tout ce qui est aménagement pour ces 13 hectares. Voilà le grand pas qui a été fait. Aujourd'hui, si vous voyez que nous avons convoqué cette assemblée générale à côté de l'espace occupé par la société appelée Sénico, parce que là également, il y a un autre problème qui a surgi. Mais nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions à l'amiable. Parce que la personne, vous le connaissez tous, c'est le directeur de Sénico, M. Dia, qui est une personne responsable, qui accepte et qui reconnaît avoir porté tort à certains attributaires. Il le reconnaît. Mais malheureusement, il y a certaines parcelles qui ont été impactées à l'intérieur de la société. Et aujourd'hui, ces parcelles sont au nombre de 12. Il dit que ce sont des parcelles qui sont venues dans son propre titre. Mais encore une fois, on ne peut pas faire un titre sur un lotissement administratif déjà consacré. L'effort que la Sococim a fait pour indemniser aujourd'hui ceux qui ont été impactés dans l'espace du Diatrofa, nous demandons solennellement à M. Dia à faire ce même effort pour indemniser les 12 parcelles qui ont été impactées au niveau de sa société. Et comme vous le savez, le secteur du transfert d'argent est actuellement assez mouvementé en raison des nouveaux tarifs décidés par Orange Money notamment. Conséquence, les prestataires ont fixé leur barème de commission. L'Observatoire de la qualité des services financiers qui a rencontré les différents acteurs pour une médiation annonce une issue heureuse bientôt. Son secrétaire général Abib Ndao au micro de Ndeye Mariam Gaye. En ce qui concerne la problématique au niveau des points de vente de monnaie électronique, il faut savoir que l'Observatoire de la qualité des services financiers a accepté de jouer le rôle de la médiation entre, d'une part, les deux opérateurs et d'autre part, entre ces opérateurs et les usagers des services financiers. Parce que nous comptons beaucoup sur les établissements émetteurs de monnaie électronique pour augmenter l'inclusion financière. À ce stade, les négociations sont en cours et sont en bonne voie. Nous attendons d'en discuter avec la tutelle avant de livrer l'information nécessaire. Parce que comme vous le savez, l'État du Sénégal a un dilemme. Protéger les consommateurs, les usagers des services financiers et en même temps garantir la stabilité du système financier. Les institutions financières nous aident quelque part à mieux gérer nos finances, oui, mais il faudrait qu'il y ait d'abord une certaine relation de confiance. Initier les plus jeunes à la gestion des finances pourrait être un début de solution. Les acteurs du secteur bancaire prévoient d'intégrer l'éducation financière dans les programmes scolaires. Les détails avec Ndeye Mariam Gaye. Donner aux Sénégalais le goût à l'éducation financière et éradiquer l'analphabétisme financier, l'Observatoire de la qualité des services financiers se penche sur la problématique en collaboration avec la BCEAO. L'éducation financière étant une action indispensable pour permettre à la clientèle des institutions financières, que ce soit les banques, les institutions de microfinance, comme les établissements de monnaie électronique, de savoir prendre des décisions éclairées en ce qui concerne les produits et les concepts financiers, pour permettre à cette population, qui est la population cible que nous voyons, qui ne sont pas, on va dire, alphabétisés financièrement, mais la finance, c'est des concepts et des concepts qui peuvent parfois être pas très clairs pour la clientèle. Pour ce faire, le directeur national de la BCEAO compte sur une amélioration de la connaissance en matière de finances et de gestion des revenus des populations.
Et donc nous visons d'abord les enfants dans les écoles. Nous visons également les jeunes qui sont désescolarisés, qui ne sont plus à l'école. Nous visons évidemment les femmes, parce qu'on constate qu'en la matière, leur inclusion financière n'est pas très élevée. Alors le groupe de travail a fait des propositions parce qu'il faudra un programme. Quel est le programme qu'on va ajouter dans les curricula pour l'éducation? Nous souhaiterons désormais que les curricula qu'il y a dans les écoles puissent également intégrer l'éducation financière. Il va falloir également regarder pour chaque cible comment nous allons déployer la stratégie. Au sortir de l'atelier de priorisation des actions d'éducation financière, un programme national d'éducation financière sera élaboré pour aider les jeunes à saisir très tôt les opportunités d'investissement bancaire. Autre chose, c'est une campagne agricole à polémique. Une partie des paysans conteste les chiffres rendus publics par le ministère de l'Agriculture sur la campagne 2020-2021. Cependant, le comité national de suivi de la campagne agricole estime que les semences ont été distribuées sans problème. En tournée dans la commune de Dia à Kaolack, la délégation a appelé les paysans à vendre leurs graines à l'État du Sénégal plutôt qu'aux Chinois. Un correspondant à Damassar avec Aston Bayer. Les préparatifs de la campagne agricole 2021-2022 vont bon train dans le bassin arachidier. La commune de Dia a déjà reçu 308 000 tonnes de semences. La situation est très parfaite parce que Dia, qui devait recevoir 308 000 tonnes, a reçu la totalité de son quota et cette totalité également a été vendue. Et les producteurs comme la commission ont apprécié la qualité des semences. On félicite d'ailleurs même les opérateurs qui étaient chargés à mettre à leur disposition ces semences et ils ont également félicité le gouvernement effectivement des efforts fournis leur permettant de disposer de ces semences. Le président du comité national de suivi de la campagne agricole appelle les paysans à ne plus vendre leurs bonnes graines aux Chinois. Là, je crois que nous allons encore tout simplement sensibiliser davantage les producteurs. Parce que présentement, on ne voit pas de Chinois. Présentement, on attend, on ne peut voir et on ne verra que l'État. Si les meilleures graines sont vendues à des Chinois, quels que soient les prix, arrivé au mois de juin, l'État qui doit organiser les conditions de production ne laissera pas vraiment les paysans. L'État fera tout pour trouver des graines à mettre à leur disposition. Mais l'État ne peut donner que ce qui existe sur le marché. Ce qui existe sur le marché, c'est-à-dire les graines de seconde qualité que les paysans amenés au niveau des points de collecte ne peuvent être servis qu'à ces producteurs. Donc il y a lieu maintenant, comme on disait, de solliciter le patriotisme économique. Cependant, les producteurs appellent le gouvernement à presser le pas pour que l'engrais soit disponible à temps. L'engrais encore n'est pas encore venu. On souhaite que ça vienne dans le bon moment, plus rapidement possible, pour qu'on puisse encore continuer la distribution, comme on le faisait avec la Russie. La région de Kaolack a déjà enregistré ses premières pluies le 8 juin avec 1,2 mm sur la station météorologique de Kaolack et 20 mm à Wardiahal dans le département de Guinguinéo. Il a alimenté l'actualité en début de semaine. L'histoire de cette sage-femme qui a échappé au viol. Le syndicat des travailleurs de la santé alerte sur les conditions de travail de certains agents de la santé, notamment à l'intérieur du pays. Un cri du cœur porté par Dame Sec, le secrétaire général de la sous-section du Sud-Sas du district sanitaire de Meaux. Regardez. Nous réclamons de la sécurité parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup, l'État a des moyens pour accompagner les structures de santé pour la sécurité, surtout les postes de santé. Parce que tu vas dans un poste de santé à Fadial, le poste de santé, c'est un poste qui est très isolé. Maintenant, si le poste n'a pas peut-être un gardien ou bien des personnes à qui on prête l'œil, mais ça peut poser des problèmes. C'est une femme, donc on doit la surveiller. L'infirmier chef de poste, il est là-bas pour se sacrifier à accompagner la population. Mais pourquoi les laisser à eux-mêmes? On les agresse tout le temps. Les agressions vraiment deviennent de plus en plus nombreuses dans le secteur.
toutes les sages-femmes, si vous allez au fin fond du Sénégal, vous allez trouver là-bas des infirmiers, vous allez trouver là-bas des sages-femmes. Maintenant, ils les laissent là-bas sans sécurité ni rien. Donc il faut que l'État essaie de voir comment accompagner les structures de santé pour leur sécurité. Sinon vraiment ça risque de dégénérer et ça dégénère les populations qui vont le sentir. Donc c'est ça la situation. Et nous restons à Mour, le sud, ça se dénonce également d'autres manquements, par exemple des postes de santé beaucoup trop P3 face à une demande qui ne cesse d'augmenter. Montagakan. De santé communautaire qui vivent dans une grande précarité peinent même à accéder aux soins de santé primaires. Oui, nous avons discuté sur la situation des communautaires qui aujourd'hui vraiment peinent à vraiment subvenir à leurs besoins, étant vraiment des travailleurs qui sont dans le système, qui donnent corps et âme le système, mais malheureusement le traitement n'est pas vraiment favorable à une vie meilleure. Donc c'est pourquoi on a partagé beaucoup de points sur le mémorandum qui concerne leur traitement et qui concerne leurs conditions. Aujourd'hui, vous prenez un agent communautaire qui n'a pas vraiment une prise en charge médicale. Quand il est malade, il travaille dans le système et il peine à se soigner. Ça, c'est contradictoire. Ils ont également souligné l'occupation anarchique du centre de santé et du poste de santé de Médine qui retarde, selon eux, l'accès des urgences au niveau de ces structures. L'occupation anarchique de la devanture du centre de santé, l'occupation anarchique de la devanture du poste de santé de Médine, c'est vraiment une situation que nous déplorons et souhaitons vraiment que les autorités prennent des mesures vraiment idoines pour que ces problèmes vraiment s'arrêtent. Beaucoup de postes de santé n'ont pas de logement, ce qui constitue un facteur bloquant pour la bonne marche des structures de santé. Beaucoup de postes de santé qui ont été créés par des maires n'ont pas de logement. Nous les appelons alors à rectifier le tir. Au Mali, nous nous intéressons à la visite du Premier ministre Choguel Maïga chez Boubou Cissé, le dernier Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta avant sa chute. Et dans cette correspondance à Bamako, Mohamed Attayer Ali Dou revient également sur les chantiers prioritaires du Premier ministre Choguel Maïga. Bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV Sénégal. L'actualité au Mali reste encore dominée par les visites de courtoisie du Premier ministre, Dr Choguel Maïga. Hier, il a rendu visite à l'ancien Premier ministre, le dernier du président Ibrahim Boubacar Keïta, donc l'ancien Premier ministre, Dr Boubou Cissé. Il était question de la transition, ils ont parlé du Mali, et Choguel Maïga est allé s'inspirer de l'expérience du docteur Boubou Cissé. Il a pris ses conseils et ce dernier a déclaré, je cite, pour le Mali, je reste disponible. Donc aujourd'hui, on peut dire que Choguel a rencontré pratiquement tous les anciens pays du Mali pour réussir cette mission, la mission de la transition. Mais déjà, des voix s'élèvent au Mali pour dire que Choguel est dans une sorte d'immobilisme, qu'il n'arrive pas à imprimer sa marque, qu'il n'arrive pas à imprimer sa marque sur la marche de la transition. Il doit sortir de toutes ces vies de courtoisie et aller à l'essentiel, c'est-à-dire l'organisation d'élections aux dates indiquées parce que le temps est compté. Le Premier ministre Choguel Maïga est attendu sur plusieurs sentiers. Il y a d'abord le sentier de la refondation de l'État, donc à ce niveau, le ministre chargé de la refondation est en train de travailler pour que dans les prochains jours, on puisse assister à des assises sur la refondation du Mali. Les Maliens de tous bords vont se parler pour poser les jalons de la refondation. Mais il sera aussi question de la lutte contre la corruption, parce qu'aujourd'hui, le mal du Mali, c'est la corruption, et puis le premier Choguel Maïga a promis de lutter contre cette gangrène de l'administration malienne. Il a aussi promis de rendre justice aux victimes des événements du 10, 11 et 12 juillet, avant la chute du président Ibrahim, de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais le grand défi reste aussi l'élection, l'organisation des élections présidentielles aux dates indiquées, c'est-à-dire le 22 février 2022. L'autre enjeu majeur de cette transition reste aussi la sécurité, parce qu'aujourd'hui au Mali, le pays est frappé de plein fouet par le terrorisme. Le centre
sortes de pays aussi qui s'embrasent entre crises intercommunautaires. Donc aujourd'hui, le défi, c'est surtout la sécurité sur l'ensemble du territoire pour suivre des élections libres et transparentes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Demain et le reste du week-end, le 19h45 vous sera présenté par Osama Monique Sagna. Au revoir.